nous avions à réfléchir ensemble sur une thématique précise, refonder l'État africain postcolonial par la décentralisation et l'intégration régionale. Et donc, dans le cadre de cette réflexion que nous avons menée, nous avons premièrement planté le cadre de notre discussion en amorçant une réflexion sur la problématique de l'État postcolonial en Afrique. Débat fortement intellectuel, évidemment, puisant dans les compétences des uns et des autres, des anciens membres du gouvernement, étaient au sein de l'atelier des chercheurs et des acteurs de la société civile, et débat également très marqué donc de ces postures personnelles et particulières. Il s'en est dégagé un certain nombre de constats. Premièrement, le déficit de légitimité de l'État postcolonial, déficit qui est tributaire d'un ensemble de facteurs. C'est un État qui est l'émanation d'un modèle importé, dont l'implémentation d'Afrique a très souvent ignoré l'impératif d'adaptation à la personnalité socio-culturelle des sociétés et la participation des populations à sa construction. C'est un État accaparé et perverti par les élites politiques qui en ont eu la charge depuis les indépendances. C'est un État empêtré dans une crise économique qui perdure et qui s'accentue depuis les années 70. Et crise qui a limité sa capacité d'intervention en faveur des populations. C'est un État qui s'est installé dans une dépendance idéologique et financière, perdant ainsi toute capacité à initier de manière endogène des solutions aux préoccupations des populations. C'est un État qui est devenu hermétique du fait de son autisme, sa difficulté à écouter ses populations, sa difficulté à entrer en dialogue avec ces populations, à négocier avec ces populations, en privilégiant plutôt la violence face aux revendications de ces populations. Donc voilà les grands constats qui se sont dégagés de cette première phase de notre débat sur la notion d'État postcolonial et la situation de l'État postcolonial en Afrique. Et donc, nous avons également considérer les tendances fortes qui se dessinent aujourd'hui, tendances marquées par les printemps arabes qui ont émaillé la vie des sociétés du nord de l'Afrique au cours des 2 précédentes années, sous un vent de démocratisation amorçant l'Afrique subsaharienne beaucoup plus tôt, notamment au début des années 90. Cela donne espoir, en quelque sorte, après le pessimisme qui s'est installé dans les consciences du fait des crises virulentes qui ont fragilisé le fonctionnement des États en Afrique au cours de ces dernières années. Donc, nous avons abordé la préoccupation qui est celle de poser une vision pour l'Afrique. Aujourd'hui, avec cette tendance que nous observons, qu'est-ce qu'il y a lieu d'envisager ou d'imaginer pour refonder l'État? Nous avons essayé de dégager un certain nombre de principes qui doivent régir le fonctionnement de l'État postcolonial que nous voulons refonder. Premièrement, un État visionnaire et intelligent. Un État qui est capable donc de vision, qui pense sur le long terme, qui s'inscrit dans la longue durée et qui, donc, par conséquent, dépasse le simple cadre de l'urgence pour fonder ses politiques, pour organiser son projet. Deuxièmement, un État capable de gérer et de résoudre les crises sociales. Un État, donc, qui a conscience de ce que les temps présents sont marqués par la récurrence des crises qui peuvent découler de contraintes externes, mais dont il va falloir, ou par rapport à quoi il va falloir
qu'il puise en lui la capacité d'y faire face, parce que c'est sa responsabilité, celle d'être en responsabilité justement vis-à-vis de ces populations, et non pas enfermé dans le fatalisme. Donc, troisième point, un État capable de répondre aux besoins de ces populations. C'est sa responsabilité première, celle d'être au service des gens, d'apporter des réponses effectives, précises à leurs demandes. Et en quatrième lieu, un État inclusif, parce qu'il aura pour souci d'intégrer dans son organisation, d'intégrer dans sa stratégie l'ensemble des composantes de la société, pour que les forces concourent, l'ensemble de ces forces, l'ensemble de ces composantes, l'ensemble de ces forces concourent à la production des solutions dont l'État a besoin. Donc, un État qui fonctionne sur la base des principes fondamentaux, des principes importants, le consensus, la solidarité, la transparence et l'équité. Donc, voilà les 4 principes qui ont été dégagés grâce aux contributions des uns et des autres à ce débat, et ce qui suppose donc la mise en place d'un État stratège, d'un État qui peut se projeter, et nous avons pensé que le rôle des think tanks doit à cet égard être extrêmement important. Le politique est effectivement limité parfois dans le court terme, gère le présent, gère l'instant, gère l'actualité. Il faut donc déléguer la responsabilité de la réflexion dans cette perspective à des groupes spécialisés, et c'est là où des intellectuels pourraient contribuer à travers la prospective, le rôle de prospective, la fonction de prospective au sein de l'État. Donc voilà la réflexion globale que nous avons posée avant d'entrer évidemment dans le vif de notre thématique. Et nous avons à cet égard relevé que toutes ces finalités ne peuvent être atteintes que si la refondation de l'État repose sur 2 piliers. Donc la décentralisation et l'intégration régionale sont ces 2 piliers que nous avons considérés à l'issue de ce débat. Et donc, traitant donc de décentralisation, nous avons commencé par procéder à un état des lieux, en notant d'emblée toute la dimension, tout le caractère mitigé de la démarche actuelle de mise en œuvre de cette décentralisation. Nous avons, pour étayer ce constat, relevé tous ces impasses dans lesquelles sont englués ces processus au sein des différents États. Et à cet égard, les récits d'expérience des uns et des autres ont été instructifs, qu'on soit du nord de l'Afrique, qu'on soit du centre, qu'on soit de l'Est, qu'on soit du Sud. Toutes ces expériences ont donné à voir la difficulté qui est celle des États à mettre en œuvre ces processus. Et donc à impulser le développement socio-économique des territoires, parce que tel est finalement l'intérêt de cette démarche. Et donc, l'autre chose perçue au travers des contributions, c'est d'ailleurs le risque de recentralisation de la gestion des affaires publiques, d'autant plus que les administrations centrales résistent à mettre en œuvre les politiques de décentralisation qui sont pourtant préconisées de manière formelle. Et à cet égard, nous avons pensé qu'il était important de renouveler la vision de la décentralisation. Il est important que les politiques et l'ensemble des acteurs interpellés par ce processus s'accordent sur cette vision. Et à cet égard, nous n'avons pas manqué de mener un débat entre nous pour poser les bases d'une telle vision, qui serait celle de la décentralisation. Premièrement, nous avons observé, et cela a été l'objet d'un débat, peut-être sur lequel nous n'avons pas beaucoup insisté, nous avons observé qu'il est commun qu'on oppose à la question de l'impératif de la décentralisation en Afrique l'idée que la décentralisation est intervenue en Europe après que l'État centralisé ait été solidement constitué, solidement ancré. Et donc, il faudrait d'abord poser les bases d'un État fort avant que d'engager ou d'envisager la possibilité d'une décentralisation possible qui ne soit pas cause
éventuelle d'un démembrement de l'État, du fait d'une possible cristallisation des irrédentismes communautaires. Et donc, nous avons pu trouver néanmoins un consensus sur l'idée que dans le contexte de l'Afrique d'aujourd'hui, la décentralisation, loin d'être en quelque sorte la cerise sur le gâteau, et donc loin de devoir intervenir en bout de parcours, est le remède, et plutôt le remède aux problèmes des États africains aujourd'hui, dans lesquels les territoires ne se retrouvent pas et dans lesquels les risques de séparatisme peuvent prospérer justement du fait de l'incapacité de l'État postcolonial actuel à créer les conditions d'une possibilité pour chacun de se reconnaître à l'intérieur de l'État, à l'intérieur de cette construction institutionnelle qu'est l'État. Et donc, nous avons préconisé qu'il était important, premièrement, que la décentralisation soit conçue comme un véritable projet politique qui dépasse donc l'approche administrative et techniciste qui est actuellement privilégiée et qui consiste à en faire non pas un projet sociopolitique et socio-économique, mais un projet de simple réforme administrative. Et donc, à cet égard, nous avons préconisé qu'il faut donc qu'il y ait un projet politique, éminemment politique. Il faut qu'il soit partagé, qu'il soit consensuel, qu'il soit inclusif et prospectif. Il doit viser des changements en profondeur au plan social, politique, économique et culturel. Il doit servir de levier à une véritable politique d'aménagement du territoire et du développement, parce que dès lors, des convergences pourraient être établies entre l'État, les collectivités locales et le secteur privé pour des investissements massifs et des équipements structurants. Il faudrait donc que la décentralisation, toujours dans la même perspective, puisse aider l'État refondé à rétablir le lien avec l'ensemble des acteurs, avec l'ensemble des territoires, et faire en sorte que les ressources puissent, l'ensemble des ressources de l'État puissent de façon harmonieuse être gérées entre l'État central et les territoires. Il faudrait préconiser dans la même optique une décentralisation multiniveau qui permet à l'ensemble des échelles, parce que c'est aussi cela l'un des enjeux, comment fait-on en sorte que le local et le national tiennent ensemble dans ce processus qui peut être porteur de tensions. Donc il faudrait adopter une approche multiniveau qui permet de prendre en compte la pertinence de toutes les échelles selon le principe bien connu de subsidiarité et qui permet de réaliser des complémentarités entre les différents territoires pour que la solidarité qui est au fondement de l'État refondé soit préservée. Et nous avons également relevé que les situations des États, leur réalité étant fort différente, on ne saurait répliquer les modèles. Chaque pays doit trouver sa voie en s'inspirant éventuellement des expériences et des échecs des autres États. Et donc, nous avons, après avoir traité de la question de la vision, comment envisager la décentralisation aujourd'hui, donc, nous avons relevé néanmoins qu'il y a des atouts. Il n'y a pas lieu d'être pessimiste. Tant un certain nombre d'acquis importants pourraient être capitalisés pour renforcer ou assurer la mise en œuvre de cette décentralisation dans le cadre d'un État refondé. Et nous en avons relevé 4. La diversité d'expériences de décentralisation qui puise dans diverses inspirations avec des niveaux d'avancement variables et donc au niveau de chaque État, une réflexion à partir d'une approche comparée pourrait aider à définir des voies appropriées de décentralisation. Il faut capitaliser le dynamisme de la société civile qui, par son travail d'éveil des consciences, par son travail auprès des gens, son travail dans la proximité, peut aider à mettre en place l'ensemble des maillons nécessaires à la consolidation de ce processus. Il y a le fait que dans pratiquement tous les États, la décentralisation est consacrée comme option d'organisation de l'État au niveau constitutionnel, et donc cette consécration formelle légitime par conséquent toute politique en la matière.
Et nous avons également noté, grâce aux observations donc, des participants à cet atelier, qu'au niveau des institutions d'intégration, il y a cette prise de conscience de l'importance de la décentralisation. On va revenir sur cet enjeu essentiel que nous avons identifié, l'articulation entre intégration et décentralisation comme processus complémentaire. Et nous avons à cet égard donc constaté que l'Union africaine, à travers la Charte de la gouvernance locale et la Convention africaine sur la coopération transfrontalière, et lui et moi, par exemple, à travers la plateforme des collectivités territoriales, rendent compte de cette prise de conscience des institutions régionales d'intégration, de l'intérêt qu'il y aurait en même temps à appuyer les dynamiques de décentralisation au niveau des États. Donc, nous avons ensuite donc traité des objectifs stratégiques qu'il serait possible de définir dans la perspective des 50 prochaines années. Il faut dire qu'en termes d'objectifs stratégiques, nous voulons par là donner la mesure ou bien indiquer les grandes directions à suivre et directions à travers lesquelles des chantiers pourraient être mis en œuvre à travers des objectifs beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus opérationnels. Et donc, en termes donc de grands objectifs stratégiques, nous avons identifié 3 principaux axes. Premièrement, construire des politiques de décentralisation inclusives, consensuelles, capables de porter des objectifs de changement des sociétés africaines, ce qui suppose donc qu'il y ait, au niveau des acteurs publics, beaucoup moins de résistance et la levée de l'ensemble des malentendus qui semblent constituer des obstacles à la mise en œuvre de la décentralisation. Il y a l'idée que la décentralisation est une menace au pouvoir constitué, et donc il va falloir régler ce malentendu. Nous pensons qu'il est important de valoriser les langues nationales dans le cadre de ce processus, parce qu'il s'agit d'agir au niveau local, au niveau du local. Il s'agit d'être compris par les populations qui sont appelées justement à reprendre l'initiative à travers la décentralisation, à reprendre le pouvoir d'agir sur leur destin à travers la décentralisation. Et donc, les langues nationales pourraient être le vecteur approprié de l'information et de la communication sur cette démarche. Nous pensons qu'il faut approfondir la démocratie participative dans les territoires locaux, soit pour compléter, soit pour faire contrepoids à la démocratie représentative, contrepoids dès lors que celle-ci est défaillante, ou la compléter parce qu'il s'agit effectivement de combiner la représentation et la participation pour assurer une plus grande cohérence de la démocratie au niveau local. Nous pensons qu'il faut améliorer l'ingénierie institutionnelle, c'est le deuxième axe, et le pilotage des processus de décentralisation, et notamment par le renforcement des ressources stratégiques et les capacités d'action des collectivités locales. Les ressources stratégiques, elles sont diverses. Il y a des ressources en termes d'instruments juridiques, en termes d'instruments financiers par la réforme de la fiscalité. Il a été par exemple observé que la dépense publique est réalisée au niveau local, au sein de l'État de la CEDEAO, et représente à peine 4% de l'ensemble de la dépense publique nationale, et qu'il va donc falloir, pour des enjeux d'équité, revoir ces proportions en reformant la fiscalité. Il faut que le dispositif fiscal au niveau local ne soit pas réduit à la portion congrue, comme c'est le cas aujourd'hui. La fiscalité doit également porter sur les sources de richesse, importantes au niveau local, parce que c'est seulement par ce mécanisme qu'il sera possible pour les collectivités locales de disposer de manière autonome des moyens dont ils ont besoin pour avancer dans ce processus. Et nous avons également évoqué la question de la participation effective des collectivités locales à l'élaboration des politiques nationales de développement. Nous avons, en troisième lieu, évoqué l'implication du secteur privé, parce que nous pensons que
l'un des objectifs qui est le développement des collectivités à travers la décentralisation, c'est de créer les conditions de l'émergence de véritables économies locales par l'entrepreneuriat local. Ainsi, nous avons achevé avec le point concernant la décentralisation. La deuxième thématique, je dirais, dont nous avions traité concernait les préoccupations d'intégration. Et à cet égard, nous avons relevé le caractère tout à fait particulier ou exceptionnel du contexte dans lequel nous nous trouvons, notamment en nous inspirant de l'actualité bien connue d'un certain nombre d'États. Nous avons premièrement relevé, et c'était une observation sur laquelle le consensus est établi, que l'Afrique aujourd'hui n'a plus le choix entre faire ou ne pas faire l'intégration, parce que soit elle la subira, parce que c'est la direction dans laquelle le monde avance et les principales forces qui dirigent le monde ont besoin de grands espaces intégrés, et donc on aura le choix entre soit une intégration subie, soit une intégration voulue. Nous souhaitons que l'Afrique progresse de manière volontaire vers l'intégration. Et donc, nous pensons que dès lors, comprendre les choses ainsi devrait obliger les États à mettre l'ensemble des moyens et des efforts nécessaires à cet effet. Donc, premièrement. Deuxièmement, il y a la question de la souveraineté des États. Une certaine attitude qui consiste à résister à tous ces efforts d'intégration consiste consiste en comportement protectionniste, l'idée qu'on a des souverainetés à défendre, on a des souverainetés à protéger, mais la mondialisation n'autorise plus cela. Avec la multinationalisation des économies qui fait en sorte que la mondialisation est aujourd'hui contrôlée par des acteurs beaucoup plus puissants que les petits États qui constituent aujourd'hui le continent africain. Il va falloir s'intégrer pour pouvoir être fort face à ces acteurs importants et dominants. Et donc, il y a des risques ou des menaces que nous avons perçues. D'abord, au plan du développement, la faiblesse des économies nationales et la taille réduite des marchés intérieurs qui ne permettent pas de faire face aux enjeux et défis actuels. L'insécurité organisée en réseau, la question du terrorisme qui transcende les frontières, les États isolés éprouveront beaucoup plus de mal à assurer la paix sur leur territoire. Donc ces deux incapacités cumulées pourraient conduire à une recolonisation de l'Afrique par la présence d'armées étrangères obligées d'intervenir en Afrique pour assurer la sécurité de leur État lointain. Parce que le terrorisme aujourd'hui n'est pas seulement une menace pour les États proches, elle a cette particularité lorsqu'il s'implante, d'être une menace pour l'ensemble des sociétés modernes. Et donc, il va falloir organiser une réponse sécuritaire collective, ce qui passe par des mesures ou des mécanismes d'intégration. Et donc, ce constat étant fait, nous avons préconisé un ensemble de principes pour fonder une vision de l'intégration. Donc, les Africains doivent prendre l'initiative, en tout état de cause, donc au regard de ce que nous avons dit précédemment, pour mettre en place un véritable projet d'intégration, qui soit un facteur de développement, avec des institutions d'intégration beaucoup plus efficaces et dont les interventions, les retombées positives sur la vie des populations, un facteur de paix et de sécurité, avec des institutions capables de sortir les États de la logique de la confrontation armée et de gérer les crises par le dialogue et la médiation, un facteur de renforcement de l'État, par sa capacité à constituer des économies d'échelle et des complémentarités entre les marchés, un facteur d'intégration dans le monde, et donc parce que, en constituant l'État intégré au niveau régional, nous allons accroître notre force de négociation et de proposition à l'échelle internationale. Et donc, pour sa mise en œuvre, nous pensons que l'Afrique dispose d'un ensemble d'atouts. Premièrement, des liens sociaux et culturels qui transcendent les frontières héritées de la colonisation. C'est un fait évident dans l'ensemble des régions. C'est tout au moins ce qui ressortait des récits d'expérience des uns et des autres. L'existence de ces communautés qui sont implantées par-delà les frontières actuelles.
et qui remettent en cause même la notion de frontière de manière fondamentale. Il y a donc la mobilité des populations à travers ces frontières, le dynamisme des échanges, les marchés transfrontaliers, par exemple, et la dépendance des uns, d'un certain nombre d'États, aux autres États. Et donc, les expériences diverses d'intégration dans les différentes sous-régions, notamment en Afrique de l'Ouest, le processus étant très avancé, ce qui n'est peut-être pas le cas en Afrique centrale. Les expériences d'intégration dans les autres parties du monde qui peuvent enrichir le projet d'intégration du continent et des différentes sous-régions. Donc, en termes d'objectifs stratégiques découlant donc de cette vision, nous pensons qu'il est important, premièrement, d'améliorer les perceptions et les stratégies d'intégration régionale et sous-régionale. La notion d'État, en l'occurrence, devrait être réappréciée à l'aune de cet enjeu, en mettant en avant non pas les gouvernements, selon l'approche traditionnelle qui est celle de l'intégration aujourd'hui, mais les peuples, les demandes de peuples, les besoins des peuples, qui naturellement sont portés à vouloir vivre ensemble, à vouloir être ensemble, et qui s'identifient par-delà le lien juridique qui les lie aux constructions étatiques actuelles. Il faudrait territorialiser les politiques communautaires et d'intégration. Pourquoi? Parce que au niveau notamment des territoires transfrontaliers, il y a opportunité à capitaliser ce qui existe déjà, les intégrations effectives qui se traduisent dans la manière dont ces communautés vivent par-delà les frontières. Il faudrait, en second lieu, renforcer l'ingénierie institutionnelle et le pilotage de l'intégration régionale et sous-régionale. Et cela passe par le renforcement des ressources stratégiques et les capacités d'action de l'État, la socialisation des processus d'intégration et des institutions d'intégration qui devraient être mieux connues des populations à travers divers mécanismes qui ont été évoqués, notamment, par exemple, cela a été évoqué au cours des débats, le fait d'introduire dans les programmes scolaires des enseignements sur les institutions d'intégration et sur ce processus, sur l'histoire de ce processus, et la mise en place de réseaux d'espaces régionaux thématiques et socio-professionnels connectés au territoire et aux institutions nationales, sous-régionales et régionales. L'idée étant simplement, par exemple, que les commerçants puissent avoir voix au chapitre lorsqu'on parle d'intégration. Peut-être à travers la mise en place de chambres de commerce régionales. Que les paysans dont les produits circulent à travers les frontières puissent également avoir voix au chapitre. Peut-être à travers la mise en place de chambres d'agriculture régionales. Que les travailleurs qui circulent à travers les frontières puissent également avoir voix au chapitre. Et donc à travers la mise en place de corps intermédiaires de taille régionale. Telle est l'idée qui est sous-tendue par cette proposition. Donc, en troisième lieu, nous avons évoqué la réalisation d'une intégration régionale tournée vers le développement du continent et des territoires, dont l'idée, peut-être pas nouvelle, de mise en place d'équipements structurants et des projets territoriaux en faveur d'un développement harmonieux, équilibré, profitable à tous, le besoin d'infrastructures de communication qui relient les États entre eux et qui permettent donc aux populations de circuler, des infrastructures de télécommunication qui permettent de joindre à un autre niveau les peuples et les sociétés, et la nécessité de développer la coopération transfrontalière pour améliorer la délivrance des services publics de base. L'observation a notamment été faite par exemple par le ministre Savadogo, qui observe que dans un certain nombre de pays tels que le Bénin et je crois le Togo, qui partagent une frontière commune, les populations migrent d'un pays à l'autre pour accéder à des services en place au niveau des frontières, permettent à des populations de part et d'autre d'en bénéficier indépendamment de leur nationalité. Et donc, de tels mécanismes peuvent aider à renforcer ce processus au niveau régional. En dernier lieu, nous avons évoqué la question du rôle et de la responsabilité des acteurs. Un certain nombre d'acteurs ont été identifiés.
c'est les États, c'est les organisations de la société civile, c'est les collectivités locales, c'est les institutions d'intégration. Et donc, nous pensons que c'est à l'État imprégné, d'ailleurs, de créer les conditions et les cadres nécessaires à la progression de ce processus. Donc, la responsabilité de l'État est première. Ensuite, le secteur privé qui doit continuer à faire du business pour pouvoir répondre aux enjeux de politique publique. Les civils, dans le cadre donc de ce processus, doit assurer la sensibilisation des populations et se constitue en force de suivi, de contrôle, d'interpellation et de proposition